Merci beaucoup d'ailleurs de m'avoir accueilli ce soir à Montpellier. Je remercie toutes les personnes qui sont venues et je voudrais aussi dire que cette conférence était programmée il y a un mois à peu près. Et il y a un mois, on ne pouvait même pas imaginer le mouvement qui allait se mettre en place autour du mouvement des Gilets jaunes. Mais on peut déjà dire que les syndicats et les Gilets jaunes, pour le coup, ont un souci commun, c'est comment faire pour s'opposer au gouvernement Macron. Chacun choisissant une stratégie qui lui est propre et surtout un public, une mobilisation qui est différente pour le coup et radicalement opposée. Donc mon point de départ de la conférence que j'avais préparée était l'histoire du syndicalisme et son actualité. Donc je vais vous faire un petit topo en début sur l'histoire du syndicalisme français, parce qu'il est très particulier dans le cadre européen, mais aussi dans sa structuration propre et surtout dans sa place dans la société française depuis à peu près 150 ans. Ce petit topo fini, j'en viendrai au fait, je pense, de la conférence, c'est-à-dire que le rôle que peuvent avoir les syndicats par rapport aux mouvements sociaux actuels et surtout quelle place ils peuvent prendre dans l'opposition au système ou au contraire dans leur participation au système. C'est ça la question qui sera justement posée en sachant que le choix pour le syndicalisme a toujours été entre révolution ou réforme. Le syndicalisme français n'a jamais su le trancher. C'est quelque chose qui a été toujours assez, dédoublement de la personnalité dans la plupart des grandes structures syndicales françaises. C'est-à-dire que d'une origine révolutionnaire, on passe ensuite à des tentatives réformistes, voire de participation de plus en plus importante, voire d'intégration même, on pourra dire à un certain moment, dans le système actuel, et surtout dans la forme qu'avait pris le système actuel, c'est-à-dire cette espèce de partenariat entre l'État, les syndicats et le patronat, qu'on a appelé la collaboration de classe. Donc, pour commencer ce petit topo sur le syndicalisme français, quand on aborde l'histoire du syndicalisme français, on est face à quelque chose qui est plein de fureur, de sigles et de scissions, voire de reniement ou de retournement selon le point de vue qu'on se place. Dès l'origine, le syndicalisme français est particulier parce qu'il naît d'un contexte qui est très propre à la France, c'est-à-dire c'est la Révolution française, qui rend par sa forme la classe ouvrière, il prive la classe ouvrière de moyens d'expression qu'elle avait précédemment. C'est-à-dire que avant la Révolution française, vous aviez ce qu'on appelait les corporations, le système justement des guildes, en gros des organisations d'entraide et de solidarité ouvrière ou plutôt artisanale pour le coup, qui regroupaient des personnes autour d'un métier, autour d'activités communes avec des codes très précis. Vous aviez même des saints patrons pour certaines congrégations, pour certaines corporations. Il y avait des fêtes religieuses qui leur étaient rattachées. Et cela rentrait dans la société d'Ancien Régime avec, c'est-à-dire une organisation très, de corps intermédiaire avec la royauté. Cela disparaît à la Révolution française parce que la Révolution française est confisquée très rapidement par la bourgeoisie française qui va essayer de faire en sorte de préserver sa domination qu'elle a prise qu'elle a accaparée sur le pouvoir royal et sur l'aristocratie, et surtout elle va se méfier du prolétariat naissant des villes, mais aussi de toutes ces corporations qui avaient surtout une indépendance juridique, qui avaient aussi des éléments de régulation de leur métier, c'est-à-dire que par exemple les corporations imposaient par exemple des normes de travail et surtout des qualités de travail qui étaient spécifiques à leur corporation. Donc tout cela va être remis en cause par une loi qui s'appellera la loi Le Chapelier de juillet 1791, qui interdit toute entente entre les travailleurs. C'est-à-dire qu'on interdit les corporations, mais on interdit surtout toute possibilité pour les travailleurs de s'auto-organiser, vu que cette auto-organisation pourrait être un frein à la Révolution. Dans les faits, on dit même que c'est un attentat contre la liberté et la déclaration des droits de l'homme. Toute tentative justement de se concilier au sein d'une profession pour essayer de mettre en place des ententes et des solidarités au sein de ce monde ouvrier naissant. Donc cette loi ne va pas être abolie par les régimes successifs, elle va même être renforcée, et le mouvement ouvrier va naître dans la clandestinité et surtout sous des formes assez particulières. C'est-à-dire que comme on interdit toute représentation légale,
le mouvement ouvrier met en place des sociétés quasiment secrètes, clandestines, d'entraide, et aussi avec des rites initiatiques d'ailleurs, qu'on retrouvera dans certaines professions, mais surtout dans l'idée que on ne nous autorise pas à nous organiser, nous on s'organisera clandestinement, et on fera en sorte justement de pouvoir petit à petit gagner des droits nouveaux. Et surtout, ça sera les éléments qui mettront en place les premières grandes révoltes ouvrières françaises. La principale, c'est la révolte des canuts à Lyon, qui est une révolution urbaine sans précédent en France, c'est-à-dire que la ville de Lyon est... Les canuts, c'est des ouvriers qui travaillent dans le textile et qui travaillent surtout dans la soie. Ils travaillaient à l'époque dans des petits ateliers, qui étaient, disons, des petites entreprises à taille humaine, et petit à petit, avec la concurrence justement des textiles industriels qui venaient d'Angleterre, mais aussi avec la mise en place de grandes usines et tout, ce petit prolétariat et ce petit plutôt artisanat propre à cette ville est concurrencé par ces produits, et surtout se voit réprimé quand il tente justement une chose très importante, c'est-à-dire de casser les machines à vapeur qui produisent justement les premiers textiles industriels. Donc ils se tournent, comme les ludditistes anglais, contre la machine, contre le système des usines, contre le système aussi du salariat, parce que ces entreprises, ces petits ateliers fonctionnent plus sur une rétribution assez particulière, c'est-à-dire que les salaires sont fixes, égalitaires d'une certaine façon, et surtout le travail est bien délimité en temps, par tranche d'âge. Il y a vraiment un travail qui est particulièrement bien organisé. Et cette remise en cause de cette spécificité des canuts les amène à une révolte qui est très vite réprimée dans le sang. Il y a des milliers de morts, des milliers de personnes sont arrêtées et déportées aussi dans les colonies. Il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est sans précédent. Et surtout, ça commence à poser la question de savoir, surtout pour la bourgeoisie, comment elle va faire pour maintenir sa domination, alors que justement il y a une classe ouvrière qui est en train de naître, il y a une instabilité sociale qui a été provoquée par la bourgeoisie qui va se développer, et dans ce contexte-là, quand le Second Empire arrive, il permet l'émergence justement des sociétés d'entraide pour pallier justement à certains des ravages que causait déjà le capitalisme, c'est-à-dire les premières, le chômage, les maladies, les retraites qui devaient être payées aussi aux ouvriers qui se retrouvaient, si vous ne travailliez pas, vous n'aviez aucune possibilité de survivre. Donc le Second Empire légitime cela. Et aussi met fin au délit de coalition, qui était le droit pour les ouvriers, qui était l'interdiction pour les ouvriers de se retrouver entre eux et de s'organiser. Mais cette phase, on pourra dire, d'avancée sociale va être très vite arrêtée net par un événement qui est majeur dans l'histoire française, c'est-à-dire la Commune de Paris. En quelques semaines, la plupart des militants ouvriers, français, parisiens, qui étaient les plus formés d'Europe, se retrouvent liquidés par la répression de Versailles. Et là aussi, on a une énorme saignée. Pendant une dizaine d'années, il n'y a plus rien en France parce que justement, toutes ces personnes-là ont disparu dans le cataclysme de la Commune de Paris. Donc je ne reviendrai pas sur cet événement historique, mais on peut dire que quand la Troisième République arrive, rien ne change justement. On est toujours avec un prolétariat qui est sursurveillé par l'État. On a des militants ouvriers qui sont pour la plupart éparpillés, désorganisés, et on voit la naissance de ce qu'on appelle les premiers groupes réformistes. C'est-à-dire que le patronat français va essayer de trouver des interlocuteurs dans la classe ouvrière et va essayer justement de susciter des petits groupes réformistes pour essayer en gros, au niveau de certaines entreprises, surtout dans les gros bassins industriels, de trouver des lignes sociales qui permettent justement d'atténuer les tensions entre le capital et le monde du travail. Ça va absolument pas marcher parce que justement le monde du travail va très vite se rendre compte qu'en pratique ces groupes réformistes servent le patronat, font en sorte justement de faire passer la pilule, juste pour le cas de le dire, de tout ce qui est justement mesures de répression au sein des usines, c'est-à-dire que quand on parle de contrôle sur les travailleurs, c'est vraiment un contrôle quasiment policier. Dans les premières usines, c'est vraiment un contrôle quotidien avec aucune liberté et aucune possibilité d'échange ou de capacité de s'organiser par les travailleurs de ces usines. Donc ces premiers groupes réformistes vont absolument pas marcher et va naître ce qu'on va appeler le syndicalisme révolutionnaire. C'est-à-dire que toujours dans cette phase de restructuration du mouvement ouvrier, suite à la Commune,
une nouvelle génération arrive et elle va essayer de profiter de certaines comment dire, de certaines avancées qui leur sont proposées par l'État et de les retourner contre l'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la mise en place de ce qu'on appelle les bourses du travail, c'est-à-dire les bourses du travail. Les bourses du travail, c'est en gros des lieux qui étaient censés servir pour concentrer les travailleurs, leur trouver du travail, pour surtout pas laisser quelque chose qui faisait très peur à la bourgeoisie, c'est-à-dire des ouvriers qui pourraient se déplacer un peu partout sans aucun lien et qui seraient en gros capables à ce moment-là de porter des révoltes ou de ne pas travailler, d'échapper en gros à beaucoup à leur emprise. Donc les bourses du travail sont à la base une concession par rapport à ça, c'est plutôt pour organiser le monde du travail dans le sens du capital, mais elles vont être détournées justement par les premiers syndicalistes révolutionnaires qui vont en faire des lieux d'éducation populaire et d'éducation aussi à la révolte. C'est-à-dire que ces bourses du travail, les syndicalistes révolutionnaires vont les investir. Les premières vont être principalement à Paris, je crois que la deuxième c'est Montpellier d'ailleurs, et ensuite c'était Toulouse. Et ces bourses du travail vont servir de base vraiment pour toute l'action de préparation justement de l'émergence du mouvement syndical révolutionnaire. C'est-à-dire que vous avez un côté purement formation sur les droits, aussi pour l'entraide, c'est-à-dire que la bourse de travail vont mettre en place des allocations de chômage, des aides pour les personnes âgées, des conseils médicaux, mais aussi des choses qu'on a oubliées aujourd'hui. Par exemple, le mouvement syndicaliste révolutionnaire a été très impliqué dans la lutte contre l'alcoolisme, par exemple, ce qui était un fléau social à l'époque, et qui a été combattu de manière très offensive par le mouvement syndicaliste, parce qu'on disait qu'en gros, comme dans l'Assommoir, je pense que certains l'ont lu peut-être de Zola, que c'était un moyen pour le patronat d'abrutir les masses ouvrières et de les rendre serviles. Et donc, tout ça va être mis en place dans ces bourses de travail, et de ces bourses de travail va sortir donc des programmes très clairs, c'est-à-dire pour les syndicalistes révolutionnaires, le refus de l'entente entre les classes, la lutte par tous les moyens possibles pour des avancées sociales, surtout basée justement cette lutte sur l'auto-organisation des travailleurs, c'est-à-dire le refus de la médiation des partis politiques, des institutions. Les travailleurs s'organisent par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et surtout, c'est l'idée que face au patronat, face à l'État, il faut mener une lutte radicale, c'est-à-dire aller au contact et aller surtout sur des opérations de ce qu'on appelle d'action directe, c'est-à-dire que des opérations mener des grèves sauvages, des tentatives par exemple d'arrêter la production, de bloquer les usines, de confisquer par divers moyens l'excédent de la production. C'est aussi l'idée après dans les années plutôt vers la fin du siècle du sabotage comme moyen révolutionnaire de retarder les productions et d'imposer aux patrons un rapport de force qui soit favorable aux ouvriers. Les syndicalistes révolutionnaires vont bénéficier à un moment donné d'une loi qui est importante, c'est l'autorisation de la création des syndicats. C'est en 1884 et ça amène à peu près une dizaine d'années plus tard la création de la Confédération Générale du Travail, la CGT, qui est le premier syndicat français. Et ce premier syndicat français, par son histoire, va un peu synthétiser après toute l'histoire du syndicalisme français, dans le sens que la CGT est d'abord à l'origine une organisation syndicale qui refuse toute ingérence dans les affaires des ouvriers de la part des partis politiques. Donc, il y aura une charte qui s'appelle la charte d'Amiens, en 1906, qui donne clairement l'idée que les syndicats sont différents des partis politiques, même ouvriers. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça va entraîner, par exemple, avec des tensions avec les partis, disons, comme le Parti ouvrier français, ou par rapport à ce qu'on peut déjà appeler la gauche politique, dans le sens que l'idée que la CGT, elle, ne veut pas participer au jeu politique, et surtout est contre le jeu politique. Donc il y a un anti-parlementarisme qui est très 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 radical dans les premiers syndicalistes révolutionnaires, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un refus de la représentation politique dans le sens de la participation à la mascarade politique, comme ils l'appellent à l'époque, et surtout aux élections, à tout ce qui est Assemblée nationale, tout ce qui est, en gros, pour eux, la récupération par les partis politiques de la colère populaire. Et donc la CGT, cette première CGT, va mener des campagnes très très dures, et surtout va faire appel à un mythe qui va devenir un mythe pour elle, c'est-à-dire le mythe de la grève générale. Et ça va devenir un outil de mobilisation sur une campagne qui est très importante, qui est lancée par la CGT,
c'est la campagne pour la journée de 8 heures. Et donc chaque année, il aura été décidé qu'il y aura une mobilisation un jour de l'année sur cette campagne-là. Et chaque fois, cette mobilisation sera réprimée de plus en plus de manière violente. Et chaque fois, on verra de nouveaux ouvriers arriver et se remobiliser pour mener cette campagne. Et on va se retrouver dans un contexte, à la fin du 19e siècle, très explosif. C'est-à-dire que dans beaucoup de zones de France, vous avez quasiment des situations insurrectionnelles autour des grèves. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, dans le nord de la France, les bassins miniers sont encerclés par l'armée. Vous avez une présence militaire sur tous les bassins miniers, dans toutes les grandes usines, devant les usines. Le patronat est complètement débordé et appelle régulièrement le gouvernement à réprimer ces révoltes. Et surtout, il y aura des morts. Et ce sera les premières vagues de répression ouvrière qui seront menées justement par Georges Clemenceau, qui mènera justement une politique très très agressive et surtout qui voudra écraser le mouvement ouvrier et surtout la CGT en mettant en place des listes noires de syndicalistes, en licenciant de manière massive les personnes qui participaient à ces grèves et surtout en envoyant des éléments provocateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être commun avec aujourd'hui par rapport au moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire que on le sait maintenant par les rapports de police de cette époque, le mouvement ouvrier a été complètement miné par des éléments provocateurs qui étaient payés pour créer des troubles, de déborder les syndicalistes et aller plus loin qu'ils n'auraient souhaité y aller. Et à chaque fois, ces éléments provocateurs étaient aussi soutenus par des éléments qui étaient corrompus au sein des syndicats. On l'a su après que, par exemple, un des grands trésoriers de la CGT de la fin du 19e siècle était en vérité recevait de l'argent de la part du ministère de l'Intérieur régulièrement pour justement informer le gouvernement de la stratégie justement par rapport à la mobilisation sur la journée de 8 heures et surtout essayer de saper les décisions et de créer le trouble au sein des syndicats. Tout ça va mener en gros avant la Première Guerre mondiale à une situation où vraiment on a un mouvement ouvrier qui est anti-parlementaire, qui est auto-organisé et surtout qui a une capacité à ce moment-là d'être vraiment présent partout en France et surtout de mener des opérations de plus en plus importantes. Et ce qui va se passer, c'est que en 1914, la guerre va stopper net cet élan. Et il ne reprendra pas. Dans le sens que la CGT, la direction de la CGT rejoint l'Union Sacrée, c'est-à-dire participe dans le cadre de la Défense nationale à la gestion justement de la production et s'engage justement à ne pas mener de grève pendant la période de la guerre. Donc ce qui se passe, c'est que le conflit gèle la question sociale, mais cette question sociale va revenir de façon très importante après la guerre. Et surtout, elle va revenir parce qu'il se passe quelque chose qui est fondamental pour l'histoire aussi du XXe siècle, c'est la Révolution russe. La Révolution russe vient bouleverser les équilibres en sachant qu'elle fait naître un espoir dans la classe ouvrière, elle fait peur au patronat, et surtout elle contraint le gouvernement de Clemenceau à ménager justement la sensibilité ouvrière en autorisant par exemple la journée de 8 heures qui deviendra légalisée à partir, je crois, c'est en 1919. Et donc à partir de là, de cet accord justement, on essaye de trouver un terrain d'entente avec la CGT sur certains points. Le problème, c'est que cette CGT-là va diviser par la question russe. Dans le sens que la CGT soutient la révolution russe, mais dans les interventions de la CGT, dans les tendances de la CGT, il apparaît qu'il y a des tendances qui ne sont pas pour s'aligner sur l'international communiste, et d'autres qui sont pour préserver l'indépendance politique de la CGT, c'est-à-dire son non-intervention sur la question politique. Donc ce qui se passe, il y a une scission, ça c'est pas de cette époque-là. Donc il y a une scission, et cette scission aboutit à la création de deux CGT opposés. Il y a la CGT unitaire, qui est liée à l'URSS, et qui participe justement à l'action de soutien à l'URSS menée par le Parti communiste, et la CGT tout court, qui reste d'ailleurs sur la ligne, disons, d'indépendance et d'apolitisme. Ces deux CGT vont s'opposer de façon durable, pendant toutes les années 20 jusqu'aux années 30, et elle va se réunifier juste avant la guerre sur la question de l'antifascisme, où justement il y aura une vue que le mouvement syndical se reconstitue aussi par rapport au Front populaire, une décision de réunification. Et la réunification ne sera complète que pendant la guerre, justement dans la clandestinité. Ce qui va arriver justement assez vite, dans le sens que en 1939,
Donc il y a la Seconde Guerre mondiale qui débute. La France est envahie. Les syndicats sont interdits par le gouvernement de Vichy, qui, pour le coup, met en place un autre système, disons, de représentation qui est basé sur l'idée corporatiste qui lui est propre, et d'organisation aussi de la vie économique. Et les syndicats, y compris les syndicats chrétiens, parce que je sautais une étape, mais c'est vrai qu'à partir des années... en 1917, il y a un syndicat qui est aujourd'hui peu représenté, mais qui avait une importance assez importante dans les années 20 et 30, c'est-à-dire la CFTC, c'est-à-dire la Confédération française des travailleurs chrétiens, qui incarne une spécificité propre au syndicalisme, qui est le syndicalisme chrétien, qui est, lui, issu, disons, de la doctrine sociale de l'Église, donc c'est-à-dire une idée que l'Église amène d'organisation de la société. Et ce qui se passe, c'est qu'en 1917, elle est créée parce que il se passe quelque chose d'assez incongru, c'est-à-dire qu'en Alsace-Lorraine, vous avez d'importants syndicats qui étaient liés au modèle allemand, c'est-à-dire le modèle allemand, comme l'Alsace-Lorraine était dans l'Empire allemand, ces syndicats avaient cette capacité qu'ont les syndicats allemands, c'est-à-dire qu'ils gèrent tout ce qui est mutualisme, mais aussi tout ce qui est allocation de chômage. C'est aussi qu'ils gèrent, par exemple, tout ce qui est arrêt maladie, tout ce qui est assurance maladie. Et ils ont vraiment un champ d'action beaucoup plus large et surtout beaucoup plus institutionnalisé. C'est-à-dire que si vous êtes travailleur en Allemagne, il faut dans certaines grandes entreprises être rattaché à un syndicat particulier pour pouvoir toucher, par exemple, votre allocation de chômage si vous êtes licencié. Dans certains travaux, comme c'est IG Metall, qui était un gros syndicat par exemple, c'est une obligation quasiment. Et donc ce modèle syndicaliste était très empreint justement d'une vision chrétienne, et donc ces ouvriers qui se retrouvent justement à vouloir continuer ce modèle-là, vont s'unifier avec les syndicalistes chrétiens français, qui étaient déjà en France, et ils vont créer ce syndicat-là, qui va devenir, disons, le pendant de la CGT dans certaines zones, et qui va aussi, au moment donné justement de la résistance, rejoindre la CGT clandestine, parce qu'eux aussi ils ont été interdits, et ils vont mener une espèce de tentative de front syndical dans la résistance, qui aboutira aussi à participer au programme commun de la résistance. C'est-à-dire qu'ils auront une influence sur la mise en place, à partir de 1944, de toutes les lois sociales qui ont été mises en place à la Libération. Donc ces syndicalistes vont participer à leur élaboration, et surtout, ce qui se passe, c'est qu'à la Libération, ils vont appeler à la grève générale, justement au moment de la libération de Paris, et ils vont, pour le coup, mener aussi une action très directe après la guerre. C'est-à-dire que, dans le cas de la reconstruction, le gouvernement se retrouve dans une situation particulière, c'est que le rapport de force est extrêmement favorable aux classes populaires. Pourquoi ? Parce que les classes populaires, elles ont des armes, c'est les maquis. Vous avez une structuration qui a été faite dans la clandestinité, où le PC, la CGT ont vraiment été de façon très importante impliqués, et surtout ces syndicats, ou ces syndicalistes, ont vraiment politisé une grande partie de la population qui est très réceptive à leur programme. On a aussi le fait que l'URSS fait partie des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, avec un poids énorme, justement par son aura, et aussi, il y a l'idée que, par rapport à ça, on est dans une situation de redressement économique, qu'on doit rebâtir la France, donc on doit faire des concessions. Et le gouvernement fait des concessions très importantes, c'est le droit des syndicats au sein des entreprises, le droit de grève, la sécurité sociale née en 1944, vous avez aussi des nationalisations importantes de grandes entreprises, et aussi des comités d'entreprise qui sont créés pour justement permettre un développement de la culture et de l'activité sportive au sein des entreprises. Donc tout ça, ces acquis sont très importants par rapport à la classe ouvrière. Mais ce qui va se passer aussi, c'est que à partir de 1945, début de la guerre froide, et le mouvement syndicaliste va encore se rediviser sur le rapport avec l'URSS. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que la CGT va être un enjeu pour le Parti communiste, qui va essayer d'en faire sa cheville, sa courroie de transmission au sein de la classe ouvrière et au sein du monde du travail. Donc ce qui se passe, c'est que le PC va complètement noyauter la CGT, et par rapport à ça, d'autres tendances vont s'y opposer. Et c'est ce qui aboutira sur l'idée justement d'une indépendance revendiquée de ces syndicalistes à la création de la CGT-FO, Force ouvrière, qui garde dans son sigle CGT d'ailleurs depuis toujours. Et FO va en gros, à partir de 1947, naître sur l'idée que
par rapport à l'URSS, il faut une indépendance par rapport à elle, que le Parti communiste n'a pas à intervenir dans le monde du travail. Et ce qui va se passer, c'est que EFO va servir un peu de cadre d'union à des tendances très très différentes politiquement, mais aussi à des courants de pensée très particuliers. Et ce syndicat va commencer à une évolution. À la base, il est plutôt réformiste, mais il connaîtra une évolution que je développerai plus tard. Mais c'est vraiment le pendant, le plus. Il se définit comme opposé vraiment à la CGT. Et c'est vrai que son identité politique va être pendant très longtemps son opposition à la CGT. À partir de ces années-là aussi, il y a un phénomène qui se passe au sein du syndicalisme chrétien, parce que je mets entre guillemets, parce que justement c'est la déconfessionnalisation de la CFTC qui aboutit justement à son éclatement. Dans le sens qu'il y a une tendance qui reste CFTC, et il émerge deux syndicats très différents l'un de l'autre. C'est la Confédération Générale des Cadres, qui existe toujours à l'heure actuelle, qui est un petit syndicat qui regroupe tous les encadrants, uniquement les encadrants, c'est corporatiste, et c'est vraiment pour les cadres dans les grandes entreprises. C'est un syndicat très particulier, qui n'a pas une grande audience, mais qui est représentatif par le système justement qui est mis en place aussi en 1945, c'est-à-dire les syndicats sont jugés représentatifs dans le sens qu'ils peuvent participer à des négociations avec l'État et avec les entreprises, dans le sens que on a défini que par exemple tous les syndicats qui avaient participé à la résistance, c'est-à-dire la CFTC, la CGT d'abord, avaient le droit d'être représentatifs justement par cette participation. Et ensuite on a élargi à d'autres syndicats comme EFO, et qui a été d'ailleurs, ça a été une grande guerre avec la CGT pour sa reconnaissance, et ainsi de suite, dans les années, d'autres syndicats se sont ajoutés. Donc ces syndicats, donc ce syndicalisme chrétien va se déconfessionnaliser, il n'y a plus aucune référence au catholicisme dans sa démarche, donc ils font sauter le C, ils le remplacent par démocratique. Donc ça deviendra un syndicat qui existe toujours d'ailleurs aussi, la CFDT, Confédération des Français du Travail et démocratique. Donc le syndicalisme, à partir de là, évolue de façon importante. C'est-à-dire qu'on a deux tendances qui se mettent en place. Un syndicat plutôt réformiste autour de FO, dans les années 50-60, et un syndicalisme plutôt revendicatif avec la CGT. Ce qui se passe, c'est que jusqu'en mai 68, la CGT est vraiment majoritaire en France. C'est vraiment un énorme pouvoir. C'est une structure politique qui est très liée, syndicale qui est très liée au Parti communiste. Il y a d'ailleurs la plupart des cadres de la CGT sont dans le comité central du Parti communiste. Il y a un alignement strict sur la ligne du PC. On ne remet pas en cause les orientations stratégiques du PC, ni sur les questions internationales, ni sur les questions politiques nationales, avec justement ce qui va aboutir à l'union de la gauche plus tard. Et cette position va laisser, je pense, apparaître vraiment une tension avec les ouvriers qui, eux, deviennent de plus en plus autonomes et de plus en plus révolutionnaires, surtout dans la phase pré-68. Parce qu'on voit apparaître partout en France des premiers mouvements très très durs dans plusieurs usines dans les années 60. Il y a vraiment des revendications très très fortes sur certaines zones, comme par exemple dans l'est de la France ou à Nantes, avec des affrontements aussi avec la police, avec aussi la volonté d'affirmer qu'il peut y avoir d'autres modèles que le modèle capitaliste qui se met en place. Et c'est vrai que ces petits noyaux ouvriers indépendants, petit à petit, ne vont plus se retrouver dans la CGT et vont chercher autre chose. On parlera à un moment donné, il y aura des tentatives de syndicalisme autogestionnaire autour de la CFTC, mais ça va aboutir à quelque chose d'assez explosif qui sera l'explosion de mai 68. À partir de mai 68, le mouvement syndicaliste va vivre, disons, une période un peu de planage avant de s'écraser. Je m'explique. C'est-à-dire que après 68, il y a quand même un regain de syndicalisation, mais très très vite, ce regain dans les années 80 s'effondre. Et on verra justement des années 80 à aujourd'hui une chute constante des effectifs syndicaux, des grands problèmes au sein des appareils syndicaux, dans le sens que les directions syndicales vont être de plus en plus contestées par leur base. Il n'y aura plus vraiment d'unité idéologique à partir aussi d'un certain moment. Et aussi, on verra apparaître des revirements stratégiques. C'est-à-dire que, par exemple, la CFDT va passer du syndicalisme autogestionnaire à un réformisme de plus en plus agressif. C'est-à-dire que
ce syndicat va devenir de plus en plus proche du Parti socialiste. À l'origine, ils étaient plutôt proches d'un petit parti qui s'appelle le PSU, que peut-être les plus anciens ont connu, qui était en gros une tentative de créer une deuxième gauche, qui n'a pas vraiment, une nouvelle gauche, qui n'a pas vraiment marché. C'était qui a été absorbée plutôt par l'union de la gauche. Et cette tentative-là, justement, va aboutir à autre chose, c'est-à-dire que ces syndicalistes vont, pour le coup, devenir de plus en plus réformistes, et même vont critiquer à l'époque du gouvernement de Mitterrand certaines réformes plutôt positives par rapport au monde du travail. Et donc cette opposition va devenir de plus en plus forte, et nous allons voir apparaître justement dans les années 81 les premières tentatives justement de mise au pli du syndicalisme. Et c'est vrai que avec la crise économique, avec aussi la transformation économique de la France, de plus en plus, on va avoir des ruptures assez fortes entre le monde du travail et surtout les syndicats, et une désaffection pour les syndicats. Et ça va s'affirmer aussi parce que à partir des années 1990, avec la chute du mur de Berlin, les syndicats, comme la CGT principalement, perdent leur repère. C'est-à-dire qu'on remet tout à plat. La CGT ne peut plus s'appuyer sur le PC parce que le PC s'effondre complètement. Elle ne peut plus se référer au cadre, disons, au monde communiste comme référence commune à un ensemble de personnes. Ça ne fonctionne plus. Et donc il y a un affaiblissement de la centrale CGT. Ce qui aboutit à une question fondamentale pour la direction, c'est-à-dire que faire. Et eux, ils vont naviguer à vue, en gros, dans tous les années, des années 90 à 2000. Et il y aura juste un tournant qui est quand même assez important, c'est décembre 95 avec la grève contre le plan Juppé sur les retraites. Là, on voit vraiment une radicalisation très forte du mouvement ouvrier. C'est une des plus grosses grèves des dernières décennies. Depuis 1968, c'était la plus importante. Et c'est surtout le moment où le mouvement syndical s'est complètement divisé et a éclaté. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait une entente syndicale minimum entre les diverses tendances. Et là, ce qui apparaît, c'est que FO et la CGT sont contre la réforme. La CFTC, la CFDT et la CGS, Confédération Générale des Cadres, est pour la réforme. Et il y aura vraiment un affrontement très important au sein de direction. La CFDT explose. Il y aura la naissance de Sud, par exemple, qui naît à ce moment-là. Et il y a aussi l'idée que ce qui va se passer, c'est que le cadre syndical est vraiment remis à plat. Et on aboutit, dans les années 2000, à cette situation où c'est ça vraiment la situation que l'on connaît aujourd'hui, d'ailleurs, c'est-à-dire quel rôle pour les syndicats dans un système économique où, en gros, triomphe le libéralisme. C'est-à-dire que le syndicalisme français avait eu une place qui lui avait été attribuée dans le système économique français de partenaire social. Ce partenariat social avec l'État et le patronat lui permettait de participer à des négociations collectives. Pouvait aussi lui permettre de se faire entendre. Et même si on ne l'écoutait pas, il fait partie des interlocuteurs normalement de l'État. Son problème à ce moment-là, c'est que pour être un interlocuteur viable, il faut représenter quelque chose. Et le problème, c'est que le syndicalisme français est connu en Europe pour être le plus faible de tous. C'est-à-dire qu'on cache à peu près les chiffres du nombre de syndicats en France, mais je pense qu'on doit être à 10% à peu près de syndiqués. Et ce syndicalisme ne recouvre pas l'ensemble de la vie économique. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, les dernières statistiques, vous avez 1% des intérimaires qui sont syndiqués, vous avez 2% des CDD qui sont syndiqués, et inversement, vous avez 20% des fonctionnaires qui le sont. En sachant que dans ce gros fort taux de syndicalisme, il faut surtout noter qu'il y a un syndicalisme très particulier, qui est le syndicalisme enseignant, qui est très important parce que c'est lié, disons, à des structures très corporatives. Donc les directions syndicales ont pris conscience de cette faiblesse et elles vont faire tout pour la cacher, mais surtout elles vont essayer de se maintenir comme partenaire social et surtout dans le but de toucher à quelque chose de très important pour elles, c'est-à-dire aux subventions qui y sont liées, et surtout dans leur organisation de la gestion de la protection sociale, ils ont la possibilité de maintenir des permanents qui sont payés par l'État dans ce cadre-là. C'est-à-dire que vous avez des élus
dans le cadre des conseils, par exemple, de la sécurité sociale, de certaines mutuelles, qui sont des représentants syndicaux. Et ce rôle de partenaire, ça va se renforcer justement dans l'idée que dans les années 2000, surtout, il y aura beaucoup de ce qu'on appelle les négociations collectives. Et d'ailleurs, dans le nouveau Code du travail, on met l'accent sur ça, c'est-à-dire que les syndicats participent aux négociations, participent au sein de l'entreprise, à la vie de l'entreprise, à la démocratie dans l'entreprise. Mais on se rend compte que souvent, on ne laisse pas vraiment de place aux syndicats, ou alors on cherche justement à avoir leur accord pour faire passer la pilule auprès des ouvriers. Et ce qui va se passer, c'est que la base des principaux syndicats par rapport à ça va se durcir. Et on arrive à des situations paradoxales où dans certains conflits sociaux à l'heure actuelle, vous avez une base, c'est-à-dire des syndicalistes qui sont à la base, qui sont en contact avec leurs collègues, qui sont plus revendicatifs, plus dans l'action, et qui doivent convaincre leur direction de les suivre. Leur direction est très frileuse pour lancer des grèves à l'heure actuelle. Elles sont aussi toujours pour essayer de tenter des négociations avec le patronat, alors que justement, dans certains cas, les négociations sont vraiment bloquées par le patronat et qui met en place souvent des plans de restructuration, par exemple, dans certains groupes industriels, de façon vraiment à la hache. Et justement, ils ne veulent absolument pas négocier. Et dans ce contexte-là, on voit justement des durcissements des fois dans certains conflits très locaux. Par exemple, il y a quelques années, il y avait certains ouvriers qui avaient menacé de faire sauter leurs usines. Mais cela est lié au fait que les syndicalistes ne représentant plus rien, ils ne sont pas représentatifs de la colère populaire, qui s'expriment de plus en plus en dehors des syndicats. Et on le verra justement avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a un débordement des syndicats, surtout que les syndicats apparaissent de moins en moins efficaces dans la défense des travailleurs. Dans le sens que, à l'heure actuelle, les syndicalistes ont cette image d'avoir participé, et ce qui est peut-être vrai aussi, à la mise en place, par exemple, de l'adaptation de l'économie française au système capitaliste mondialiste. C'est-à-dire que dans les années 80, ils ont participé à la restructuration de la métallurgie, des mines, plutôt en défaveur des ouvriers. Et aujourd'hui, par exemple, dans les conflits les plus radicaux qu'on ait connus ces dernières années, c'est-à-dire ArcelorMittal, Whirlpool à Amiens, ils ont juste négocié la fermeture. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été capables de proposer une alternative, et surtout, ils n'ont pas été capables de défendre l'intérêt des ouvriers. Et à chaque fois, au contraire, ils sont là plutôt pour proposer des plans sociaux plus humains, moins durs, mais au final, à chaque fois, ils reculent. Et on le voit aussi sur les grandes mobilisations qui ont été, par exemple, la loi de travail. Malgré la mobilisation syndicale très très forte de la base, on a abouti, face à des gouvernements qui ne voulaient pas faire marcher en arrière, à des défaites, des reculades, et surtout à un ressentiment qui est de plus en plus profond dans les classes populaires d'être largué par rapport, et surtout ne plus être entendu par l'État. Et ce qui va se passer, justement, aussi au sein des directions des syndicats, c'est des divisions de plus en plus fortes entre diverses tendances. C'est-à-dire que beaucoup de syndicats à l'heure actuelle, surtout la CGT par exemple, vous le voyez par rapport au mouvement du Gilets jaunes, vous avez le système français basé sur la confédération, c'est-à-dire que plusieurs syndicats se réunissent pour former des confédérations communes et travailler en commun. En principe, ces syndicats qui adhèrent, par exemple à la CGT, il y a plusieurs types de syndicats, doivent parler d'une voix commune. Mais on voit de plus en plus se mettre en place des oppositions au sein des structures. Il y a des luttes qui sont assez fortes aussi sur des questions qui paraissent très importantes. Par exemple, au moment du traité sur la ratification de la Constitution européenne, la CGT, il y a une lutte très importante en interne entre les diverses tendances pour savoir s'il fallait appeler à voter non ou pas. La direction à l'époque était plutôt pour le dire, on n'appelle pas à voter, mais en disant que, bon, en gros, on disait oui. Donc, sur la construction européenne, les syndicats ne sont pas clairs. Il y a aussi cette idée que face à Macron, qu'est-ce qu'ils ont à proposer ? On l'a vu justement pendant la loi travail, ils ont été complètement débordés par des mouvements très différents, plus créatifs et plus offensifs. Par exemple, pendant la loi travail, il y a eu l'émergence de ce qu'on appelait les Black Blocs à Paris, c'est-à-dire des autonomes qui voulaient aller à l'affrontement avec la police. Mais en même temps, vous aviez le mouvement Nuit debout qui a apparu aussi en marge de cette mobilisation. La CGT et FO n'ont pas été capables à ce moment-là de proposer un programme commun, et surtout on a vu des situations où par exemple des syndiqués CGT ont participé à certains Black Blocs, ou ont été plutôt entraînés dans des émeutes par les Black Blocs, ou ont participé au mouvement Nuit debout sans forcément revendiquer leur affiliation à la CGT.
Et donc, aujourd'hui, on a cette situation-là où comment dire, la direction, les principales centrales syndicales sont complètement débordées par un mouvement aujourd'hui très particulier qui est les Gilets jaunes. La plupart des syndicats sont très méfiants par rapport à ce mouvement. Ils ont parlé de récupération par la droite et l'extrême droite, mais pas forcément de manière sincère, dans le sens que je pense qu'ils savent très bien, parce que justement, je pense qu'il y a beaucoup de syndicalistes de base qui participent à ce mouvement sans arborer leur étiquette, parce que justement, ils font partie des classes populaires, ils font partie de la France périphérique, et ils ne veulent pas, justement, ils ont vu que leur syndicat n'était pas forcément efficace dans les luttes, donc ils s'organisent autrement pour avoir plus d'écho. Et donc, je pense qu'ils sont très conscients que le mouvement qui est à l'heure actuelle, qui prend de l'ampleur, et n'est pas dans cette ligne-là. C'est pas une tentative fasciste de renverser le régime. C'est juste une expression populaire qui leur échappe. Et cette expression populaire leur fait peur parce que justement, ça sort des cadres habituels et surtout, ils n'ont aucune prise sur lui et surtout, ils ne peuvent pas en décréter les représentants. Et donc, ce qui se passe par rapport aux Gilets jaunes, c'est que vous le voyez, il y a eu des tentatives par les syndicats dans certaines villes de se greffer sur le mouvement, mais à chaque fois, ils ont été repoussés parce que justement, leur tentative d'entrisme est trop visible. De récupération est trop visible. Ils ressortent les mêmes vieilles ficelles. Et justement, ça ne marche plus. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question de qu'est-ce qui va arriver par rapport à ça et par rapport aux syndicats. Et que faire des syndicats? Alors, il y a plusieurs possibilités. Ou alors, les classes populaires reprendraient la main sur les syndicats et en feraient autre chose. C'est la conquête des syndicats par la base. C'est une possibilité. Il y a aussi l'idée, justement, de s'organiser autrement. Il y a eu des tentatives au travers de l'histoire de ce qu'on appelait les conseils ouvriers qui luttaient contre les structures étatiques et refusaient le modèle syndical. C'est possible. Il y a aussi l'idée que les luttes sont autonomes. C'est un peu ce qu'on voit à l'heure actuelle dans certains coins, c'est-à-dire que des gens de diverses origines se réunissent pour mener des actions et ne se revendiquent d'aucune organisation ni politique ni syndicale. C'est possible aussi. Moi personnellement, je n'ai pas de réponse par rapport à ça de façon miraculeuse. C'est-à-dire que je peux juste dire que par rapport à ce qu'on voit avec le mouvement des Gilets jaunes, on peut penser qu'on est en train de vivre quelque chose qui se met en place, qui est un nouveau paradigme. Et dans ce nouveau contexte, justement, il apparaît de nouvelles possibilités aussi. Ces nouvelles possibilités, c'est justement peut-être des fois des possibilités hybrides, justement au niveau de ce qu'on appelle la France périphérique, c'est-à-dire que dans des conflits sociaux très locaux, par exemple, dans le cas d'une usine qui fermerait quelque part, dans une zone justement très populaire et déjà vraiment touchée, il y en a quand même pas mal d'ici dans le Midi, il y a des cas, dans le Sud-Ouest aussi, mais aussi dans le Nord de la France, on pourrait avoir des hybridations entre un mouvement gilet jaune et un mouvement de syndicalistes qui s'autonomiseraient de plus en plus de leur direction nationale. C'est possible. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup, le syndicalisme, les cellules d'entreprise de syndicats, c'est des mal nécessaires, dans le sens que les syndicalistes maillent encore le terrain. Dans certains coins, il y a certains syndicalistes qui font du bon boulot encore, c'est-à-dire ils informent leurs collègues sur leurs droits, ils les défendent, et surtout, ils peuvent être à l'origine de l'appel au droit de grève, c'est-à-dire de poser des préavis de grève. Ça, c'est une possibilité donc d'incubation. Et ces incubations particulières, moi je pense qu'elles vont déborder les directions syndicales, et petit à petit, elles vont les obliger à leur révéler leur vrai visage, c'est-à-dire à choisir justement entre ou un réformisme assumé, c'est-à-dire une participation de plus en plus poussée dans le but de sauver leur acquis par rapport à la poussée justement de Macron, qui lui a décidé vraiment de réformer totalement la vie économique française et la vie sociale. Et je pense que certains syndicalistes se demandent surtout de savoir à quelle sauce ils vont être mangés et surtout s'ils vont pouvoir encore bénéficier de leur place autoproclamée au sein du système. Ça, je pense, c'est une réalité. Et après, une base qui, elle, s'en fiche de ça, qui veut juste que les choses changent et surtout s'améliorent. Et donc, je pense qu'il peut y avoir des nouveaux modes d'action justement qui vont émerger de ça, par le terrain, par une espèce de localisme socialisant de plus en plus fort, et surtout de très enraciné dans des contextes locaux. Et c'est ça qui est important, c'est que je pense que le mouvement des gilets jaunes, comme certaines luttes sociales à l'heure actuelle, sont très enracinées auprès des gens. C'est-à-dire que aujourd'hui, les luttes sociales qui sont les plus importantes, c'est celles qui sont soutenues par des familles entières. C'est-à-dire peut-être une personne qui est concernée par un licenciement, mais on sait très bien que ça peut avoir un impact sur toute une famille qui se retrouve privée d'un salaire et donc se retrouverait dans la précarité du jour au lendemain. Et ça, c'est partout en France, c'est une donnée qui est
immuable. Et donc, cette espèce de réveil de la France populaire, de la France périphérique, de la France enracinée, pourrait justement provoquer, à terme, une nouvelle forme de lutte, comme l'a été les Gilets jaunes, qui va peut-être finir différemment. On ne sait pas la fin du moment actuel. On ne sait pas sur qu'est-ce qu'il va pouvoir donner. Même lui, il ne le sait pas. Mais par rapport à ça, je pense qu'il y aura une évolution du champ politique, social, économique, et que justement, dans cette redéfinition, il y aura quelque chose qui va apparaître. Et cette chose qui va apparaître, moi je le souhaite personnellement, c'est quelque chose qui permette d'unir les gens autour de valeurs communes, autour d'un idéal commun qui soit à la fois unitaire, localiste, et surtout qui soit d'une certaine façon lié à la justice sociale et à une forme, de communauté qui garantisse à chacun sa pleine autonomie et surtout qui oppose à une société qui est de plus en plus basée sur l'éclatement, un modèle unitaire. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'on va vivre une restructuration totale des syndicats, leur transformation, et surtout, on va traverser une époque où tout va être possible. Et c'est justement dans ces époques où tout est possible qu'il appartient aux gens, aux personnes qui sont ici, présentes, d'en avoir conscience et surtout d'agir sur le terrain pour renverser le système actuel. Et donc, je finirai sur ce point et après j'attends vos questions. Donc on va passer aux questions, n'hésitez pas. Moi j'en ai une question d'ailleurs. Qui c'est qui est syndiqué ici ? Ah ben voilà, la stat est bonne. Non, dans le sens que j'ai déjà fait cette conférence à Toulouse aussi avec à peu près le même nombre de personnes. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on se rend compte que la syndicalisation est très très faible, quoi. Et elle couvre, ou alors c'est vraiment parce que c'est des personnes qui sont dans des secteurs économiques ou des grandes entreprises où adhérer à un syndicat, entre guillemets, maison, c'est la possibilité d'avoir accès à un ensemble de choses. Ou alors c'est parce que c'est purement c'est le syndicalisme étudiant ou professoral, quoi, qui est lui aussi très très particulier, quoi. Mais souvent c'est une donnée qu'on retrouve partout, quoi. Et c'est vrai que le syndicalisme est vraiment quelque chose qui est de moins en moins répandu en France, quoi. Je me demandais peut-être si le syndicalisme est pas un peu bouffé, un peu comme le monde politique, par une forme de carriérisme. Ah, totalement. Parce que justement, on le voit souvent, l'idée c'est d'être en commercial, quoi, de vendre une idée et de vivre. Disons que le syndicalisme français est marqué par un problème qui est très particulier, qu'il n'assume pas, c'est-à-dire que tu as des syndiqués qui se syndiquent parce qu'ils ont un problème. Par exemple, tu as un problème dans ton entreprise parce que dans tes conditions de travail, dans ton évolution de carrière qui est bloquée ou des choses comme ça, tu te syndiques pas forcément parce que tu es revendicatif, mais parce que juste tu veux aménager ta carrière. Et donc forcément, ça dénote sur le type d'engagement, ça veut dire que ton engagement il n'est pas porté par une conviction profonde. Et c'est pour ça que par exemple tu as des sections syndicales dans certaines entreprises, des fois tu as des trucs... C'est pas le syndicat qui est important, les gens n'adhèrent pas à un syndicat parce qu'ils se retrouvent dans un programme du syndicat national, quoi. Par exemple, tu peux adhérer à la CFDT ou à la CFTC dans certaines entreprises, juste parce qu'ils sont représentés et qu'ils ont la possibilité de t'aider, parce que aussi l'avantage des syndicalistes, c'est que jusqu'à une certaine période, tu avais une formation au sein des syndicats. C'est-à-dire que les syndicats t'apprenaient le droit du travail. Et c'est vrai que c'était important pour beaucoup de personnes qui ignoraient leurs droits, de pouvoir avoir une personne qui ne soit pas leur patron, qui leur donne l'information. Et c'est ça qui était important pour eux. Et cet élément-là a structuré pendant très longtemps le syndicalisme et l'image du syndicalisme. Après, ce qui se passe aussi avec les directions syndicales, c'est que c'est vraiment des monstres froids, quoi. Tu as des luttes d'appareil très très fortes, justement, pour maintenir un statu quo au sein des grands groupes, des grandes confédérations, pour permettre justement aux élus et ce qu'on appelle les permanents de se maintenir. Et justement, on avait vu je ne me souviens plus comment il s'appelle, je ne sais plus si c'était la CGT,
celui qui avait fait refaire son appartement, Oui, c'est... l'argent du syndicat. Oui, Ça pensé à ce genre d'affaires. oui, mais en même temps, c'était symptomatique. C'était symptomatique. Là, il y a eu des dérives, oui. Et d'ailleurs, le syndicalisme, voilà, c'était pas remis. Il y a eu l'histoire aussi avec la direction de FO. Après, il y a certaines affaires aussi par rapport à ça qui sortent toujours au bon moment. Ça a le sens que l'histoire par rapport à la CGT ou FO sont toujours sorties à des moments où, par exemple, il y avait des négociations entre l'État et les partenaires sociaux pour certaines choses. Et ou par rapport à des élections qui allaient peut-être pouvoir changer la donne syndicale en France. Donc tu vois, ça sort pas non plus. Je pense qu'il y a des fois aussi qu'on laisse fuiter des choses pour justement décrédibiliser les syndicats un peu plus dans des moments particuliers où ils pourraient être, entre guillemets, tentés d'avoir une position indépendante. D'ailleurs, à ce sujet, je me rassurer là-dessus, concernant les comptes des différents syndicats, en termes de bonne santé ou de mauvaise santé, des dépenses, si c'est excédentaire, En gros, justifier aussi un peu disons, le truc, c'est que les syndicats français, s'ils devaient se baser que sur les cotisations des adhérents, rien. Dans le sens que c'est pas... Et d'ailleurs, ça n'a pas été... Il y a eu beaucoup de tentatives de ce qu'on appelait des campagnes de syndicalisation par les grandes confédérations, justement pour amener des gens à se syndiquer. Il y a eu des accords avec l'État, par exemple, ta cotisation syndicale, tu peux la déduire de tes impôts. Parce que justement, comme tu appartiens à un syndicat qui participe justement à la vie sociale, qui est représentatif, c'est que les syndicats représentatifs qui peuvent y avoir droit, tu peux le déduire. Mais ça, c'est vraiment limité, quoi. Voilà. Mais après, les syndicats, ils rendent de l'argent par rapport à des... Alors, justement, ils détachent de façon majoritaire leur cadre dans les structures qui servent justement à la gestion de la protection sociale. C'est par exemple, FO, par exemple, pendant très longtemps, s'est battu pour maintenir son implantation au sein de la sécurité sociale. Et ainsi de suite. Parce que justement, c'est des personnes qui travaillent pour le syndicat, mais qui en vérité sont payées par l'État. Et tu as par exemple, le gros travail qui est fait par les délégués syndicaux dans les entreprises, c'est sur du temps syndical qui est donné aux syndicats par leurs résultats aux élections. Et donc, ça donne aussi leur visibilité et leur capacité, par exemple, de détacher des gens qui sont payés par l'État ou par les entreprises pour aller faire de la diffusion de tracts ou de l'information ou de participer, par exemple, à certaines réunions et tout ça. Donc, tu peux être détaché par ton syndicat. Et ça, c'est vrai que si, par exemple, Macron avait voulu être vraiment très agressif par rapport aux syndicats, il aurait essayé de les faire sauter, ces droits syndicaux. Et c'est vrai que les syndicats sont très, très, à cheval sur ça. Dès qu'il y a un problème, une menace sur ces droits-là, ils se mobilisent de façon très radicale, quoi. Justement pour défendre leurs droits syndicaux. Mais après... Ouais, mais comme je vais dire, le truc c'est que maintenant les gens savent s'auto-organiser par eux-mêmes. C'est-à-dire, on voit les Gilets jaunes et d'autres mouvements, dans le sens que pendant longtemps, les syndicats c'était la seule vision que tu avais de l'extérieur quand tu étais dans l'entreprise. Maintenant, tu te renseignes sur ton entreprise, sur Internet, tu peux échanger sur une question particulière avec des milliers de personnes et tu peux t'organiser de façon aussi facile. Disons que ce qui s'est passé, je pense, avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que dans le mouvement, tu as déjà plein de gens qui n'ont pas eu besoin des syndicats ni des partis politiques pour s'organiser parce qu'ils s'organisent toujours dans leur vie quotidienne, déjà, ou dans leur monde du travail, dans le sens que tu vois par exemple des gens dans le BTP, quand tu dois gérer un chantier, tu as intérêt d'être bon organisateur pour ne pas te prendre l'eau. C'est pareil pour tu vois, les infirmières qui ont pu participer, elles savent comment faire un planning pour occuper les trucs. Il y a vraiment des compétences sociales qui existent, et je pense qu'il y a une intelligence collective par rapport à ça, qui a maintenant, via Internet, tout ça, et peut être diffusée. Et tu vois, par exemple, les méthodes pour les occupations des ronds-points et tout ça, les gens, ils sont allés regarder sur Internet comment il fallait faire et ils l'ont appliqué. Ça montre donc les limites de ces organisations-là. Oui. Elles ne sont pas aussi efficaces qu'elles le... Disons que l'efficacité des syndicats, elle a été franchement, depuis les années 80, elle décroît aussi par rapport à leur poids en tant que facteur de mobilisation. Il reste beaucoup quand même de syndiqués,
parce que 11% de la population, bah, tu vois, là, je pense que la CGT, c'est le plus gros, la CGT FO, c'est les plus gros régiments de syndicaux, mais en gros, c'est quand même plus important que, en gros, tous les partis politiques du système, quoi. Ils ont plus d'adhérents que les Républicains, que le Parti Socialiste, que La Marche. Quand tu regardes, c'est quand même aussi un maillage territorial important, c'est-à-dire que tu as des délégués syndicaux dans toutes les grosses entreprises françaises, dans les petites et moyennes, tu en as aussi. Tu as quand même un maillage territorial qui est beaucoup plus important qu'aucun parti politique n'a à l'heure actuelle. Donc il y a justement, à un moment donné, quand Macron est arrivé, il a complètement laminé le champ politique, dans le sens que les gros partis ont été éclatés, mais la seule opposition qu'il y avait eu au départ, c'était les syndicats. En gros, FO et la CGT. Et surtout la CGT qui s'est voulu vraiment s'opposer, incarner l'opposition à Macron. Ça n'a pas marché parce que justement ils sont trop faibles pour mener, et ils savent aussi, ils ne veulent pas aller trop loin non plus dans cette opposition parce qu'ils savent qu'il y aurait un retour de bâton qui leur serait défavorable, je pense. Mais en même temps, il y a ce potentiel. Mais ce potentiel, il est inexploité et les gens donc sont partis vers autre chose. D'autres modes qui, au moins, ils peuvent contrôler aussi, parce que les syndicats, le problème, c'est que les directions, c'est des jeux d'appareil, donc tu peux, des fois, il y a des accords sur des décisions, c'est aberrant. Comment est-ce que, sur ce dernier point, sur ce que tu as dit à l'instant, est-ce que la manipulation de certains acteurs, des syndicats qui s'y rattachent pour un moment incarné, que ce soit la défense des immobiliers ou des intérêts des ouvriers, c'est pas devenu trop flagrante et qu'on voit même quand il y a des polémiques sur qui devrait représenter, qui devrait être la tête d'affiche, qui on devrait envoyer pour parler, qui est plus légitime que l'autre à un moment donné. On n'est pas là, on n'est plus dans l'action, on est toujours dans la représentativité. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Donc on bâtit quoi, et est-ce que cette manipulation se devient trop perceptible, même de loin, pour ceux qui s'intéressent totalement de cette vie-là, ça révèle pas quelque chose mais ça révèle. En vérité, c'est dévastateur pour la suite même en vue d'une certaine union comme l'a évoqué. Moi, après, c'est parce que je pense que la majorité des personnes qui participent aujourd'hui au mouvement des Gilets jaunes, elles refusent l'ensemble du package complet de la société représentative actuelle. C'est-à-dire ils refusent la classe politique, l'État, et ils refusent aussi l'intervention des syndicats qui, pour elles, liée à ce monde-là. Donc, ils ont été mis de côté. Ils ont essayé de récupérer le mouvement, parce que quand ils se sont aperçus justement que c'était pas un feu de paille, que ça allait être un mouvement peut-être qui allait être plus important et plus durable surtout qu'il n'y paraissait, et qui pouvait surtout déboucher sur autre chose. Il y a eu des tentatives, il y a eu la CFDT qui avait dit le soir de la première manifestation qu'elle était partante pour un grand débat sur l'écologie et sur les mesures à prendre. Ils ont essayé de se remettre à cheval, mais le problème c'est que ça ne peut pas fonctionner parce que justement les gens, ils n'ont pas besoin de ces ils n'ont pas besoin d'avoir des figurants pour les représenter. Maintenant, ils peuvent se représenter par eux-mêmes. Oui, ils ne veulent pas être représentés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une tête, une personnalité qui unisse tout le monde, qui soit un porte-parole, vu que le porte-parole, c'est le peuple. Le peuple, il a exprimé des choses claires dans le mouvement. On ne peut en penser, il y a des limites, c'est sûr, beaucoup de choses dans le mouvement des Gilets jaunes, mais au moins, les revendications, elles sont claires. Dans le sens que, sur certains points, tous, ils sont pour la démission de Macron, la dissolution de l'Assemblée nationale, une refonte totale de la vie politique, des mesures qui permettent aux gens de vivre décemment, le retour à une certaine dignité du travail. Et ça, c'est vrai que cet énoncé, elle est claire. Et elle n'a pas eu ni besoin d'intellectuels autoproclamés pour dicter aux masses laborieuses ce qu'elles devaient dire, ni de politiciens pour les représenter, ni des syndicats pour l'incarner sur le terrain. Donc, il y a quand même quelque chose de nouveau par rapport à ça, c'est vraiment une idée que l'autonomie, elle a été mise en pratique, quoi. Donc, quelle est l'indépendance des syndicats par rapport au subside de l'Union européenne ? Alors, il y a une tentative, il y a une confédération européenne des syndicats qui est très importante.
qui d'ailleurs ça a été un gros problème au sein du monde syndicaliste français, dans le sens que la CGT a pendant longtemps refusé d'y adhérer. Certaines tendances de la CGT ne voulaient pas y adhérer, pour être plus clair. Elle a rejoint, elle y participe. Après, par rapport à ça, je pense qu'il doit y avoir des subsides européennes, vu qu'ils sont reconnus comme partenaires. Au niveau européen, on ne dit pas que c'est des partenaires sociaux, mais ils sont reconnus comme représentatifs. Mais ils bénéficient de subventions. Je crois il faudrait que je vérifie, mais je crois que oui. Après, ça. Sauf Sud, je crois. Hein Sauf Sud. Ah non, Sud, oui, parce que Sud n'est pas justement dans la Confédération européenne des syndicats. Voilà. Il y a FO, je crois, il y a FO, la CGT c'est sûr, et je crois qu'il y a la CFDT aussi. Alors, ce qu'on peut se poser comme problème, c'est comment un syndicat peut représenter les peuples si les syndicats, dans leur majorité, sont subventionnés plus ou moins par l'Union européenne. Puisque l'Union européenne, ce sont les GOPÉ, et ce sont les GOPÉ qui influent sur notre vie politique. On est d'accord, mais après, l'Union européenne, c'est une structure capitaliste transnationale qui a été mise en place justement pour ça. Dans le sens, c'est justement pour doubler la domination, entre guillemets, sur la sphère nationale, par une domination encore plus forte, une intégration d'une zone économique au niveau encore plus important, du continental. Et par rapport à ça, l'UE est un instrument du capital, et justement d'avoir accepté la construction européenne dans la forme qu'elle a été prise à partir du traité de Maastricht et après par le traité de constitution européenne, c'est quand même quelque chose de très très grave, et c'est une responsabilité énorme comme certains syndicats ont. Par exemple, la CFDT avait appelé à voter oui. Et c'est vrai que majoritairement, le monde du travail n'a aucun intérêt à ce que cette structure qui est l'Union européenne se maintienne. Donc, oui, il y a un antagonisme. Mais là, c'est un antagonisme. Dans le sens qu'il y a un antagonisme entre les syndicats, la ligne des syndicats n'ont aucun intérêt. Non, la classe ouvrière n'a aucun intérêt à maintenir. La classe ouvrière, les travailleurs, voilà. Mais disons, de façon large, tous les travailleurs n'ont aucun intérêt à maintenir un système politique qui vise justement à détruire leurs acquis qu'ils ont gagnés, mais aussi qui met en place un système qui n'est pas basé sur une justice sociale, qui est au contraire une recherche unique du profit, J'ai une question. Justement, est-ce qu'on ne peut pas penser que l'État a autorisé les syndicats à la fin du 19e, non pas parce qu'il a été contraint, mais plutôt pour les rendre plus visibles et ainsi les neutraliser dans la vie? On pourrait dire ça, oui, parce que oui et non, dans le sens que il y avait une existence des syndicats qui était effective et qui leur posait problème parce que justement sous la Troisième République, l'idée était qu'il fallait faire en sorte de faire des Français des républicains. Et donc maintenir les syndicats en dehors du système, c'était le risque de maintenir la classe ouvrière en dehors du système républicain. Et c'est vrai que c'est curieux cette démarche de l'État d'intégrer, d'autoriser les syndicats à ce moment-là, mais c'est vraiment parce que le peuple, il y avait des larges fractions de la population française qui étaient anti-républicaines, c'est-à-dire en gros la France des campagnes et catholique et royaliste, mais surtout catholique et paysanne. Et donc je pense qu'ils ont cherché à avoir au moins un interlocuteur dans le mouvement, d'avoir au moins une disons que c'est vrai que en structurant les syndicats, en les autorisant, ils les rendaient visibles et donc contrôlables aussi. Mais c'est surtout qu'ils voulaient faire une mesure sociale qui revienne sur la République de façon favorable. Monsieur ? Oui, vas-y. J'avais une question un peu générale. Vous avez parlé du syndicat, on a même débordé sur le syndicat au niveau européen, mais quand on a une information, un citoyen, qu'il soit syndiqué ou pas, l'information qu'il obtient, c'est soit par les grands médias audiovisuels ou la presse. Oui. Autrement, la presse écrite, qui est la seule qui laisse un certain espace de liberté, celle qui est d'opinion, elle représente quelques dizaines de milliers de lecteurs. Vous ne pouvez pas la comparer avec la grande presse. Je pense par exemple aux journaux américains comme le New York Times, qui ont des millions de lecteurs, qui
qui se trouve dans à peu près tous les pays du monde, que vous soyez à Bogota ou au Venezuela, vous avez le New York Times International qui est en vente, même dans notre casino du coin. Et ce journal a une influence beaucoup plus considérable que n'importe quelle presse d'opinion. Est-ce que vous ne croyez pas, je donne l'exemple du New York Times, ça s'applique à Libération au monde. Oui, non, mais je comprends. Est-ce que vous ne croyez pas qu'au niveau syndical, dans la mesure où l'information que l'on nous soumet et à laquelle nous sommes sensibles, sauf si on est particulièrement doué pour lire entre les lignes, est-ce que vous croyez qu'il est possible de la subvertir ou de s'en sortir? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Alors, je pense que oui, et justement parce qu'il y a, il y a quelque chose qui s'est passé, je pense, sur la génération, en gros, plutôt, c'est pas générationnel, parce que c'est global, dans le sens que, à partir des années 2000, les gens ne s'informent plus de la même façon. Dans le sens que pendant longtemps, oui, la presse écrite, elle est représentative d'opinions. On lit un journal parce qu'on a certaines opinions, on lit le Figaro parce qu'on est de droite libérale, on lit Libération parce qu'on est plutôt de gauche sociétale. D'accord. À partir des années 2000, il y a d'autres canaux qui apparaissent, qui sont plus importants pour la majorité des gens, et surtout pour la France périphérique, par exemple. C'est en gros, pour la France périphérique, c'est les chaînes d'information continue, BFM, CNews, je ne fais plus la liste, il y en a tellement maintenant, et en gros Internet. Sur les chaînes d'information continue, d'ailleurs, l'information est balancée de façon sensationnelle, avec une orientation qui est très liée à ceux qui la détiennent, c'est-à-dire les grands groupes de presse et d'information qui détiennent par exemple tous ces grandes chaînes d'infos. Et justement, ce qui s'est passé dans le cadre de ce mouvement à l'heure actuelle, c'est que la défiance que par exemple, et l'agressivité surtout qu'il y a par rapport aux journalistes, par exemple surtout de BFM par exemple, est liée au fait que les gens se sont aperçus que ces chaînes qu'ils regardent tous les jours leur racontent des conneries sur des situations qu'ils sont en train de vivre, et que on ne parle pas de ce qu'ils font, c'est-à-dire toutes ces révoltes qu'on voit, toutes ces occupations partout en France des gilets jaunes, mais on les stigmatise comme des casseurs qui ne font que 2 ou 3 gros trucs en province, et surtout qui saccagent les Champs-Élysées. Donc il y a une radicalisation par rapport à la méfiance déjà qui était très très forte par rapport aux médias, et une recherche d'informations alternatives qui passe justement par Internet, et surtout par de nouveaux biais. Et les réseaux sociaux, moi j'ai été surpris par exemple dans mon entreprise, les gens, ils regardaient pas, moi je pensais que les gens allaient regarder, ou écouter justement par rapport aux émeutes sur les Champs-Élysées, qu'ils allaient écouter France Info, ou regarder sur leur portable BFM. Non, ils regardaient les vidéos de Facebook, qui étaient diffusées par des gens qui étaient, des gilets jaunes qui étaient présents sur les affrontements directement, sans aucune médiation. Il n'y avait pas de journalistes pour commenter, mais c'était de l'information brute. Et les gens disaient, voilà, là au moins on a une information qui est vraie. Après on peut dire que cette information peut être un peu arrangée, manipulée, tout ça, mais les vecteurs d'information aujourd'hui, ce qui était la base avant, c'était des petites publications, disons, qui critiquent, qui étaient diffusées à des petits niveaux. Là, il y a un impact qui est 100 fois plus important, et qui est surtout dans le mode que les gens aiment avoir, c'est-à-dire que les gens aiment l'image, et maintenant, comme les gens peuvent produire l'image et produire de l'information, ils ont le format qui leur correspond, et surtout ils n'ont pas besoin des autres pour le faire. Donc l'information se diffuse de façon directe, et surtout de façon brutale aussi, parce que voilà, c'est souvent des vidéos faites de façon militante, quoi. C'est d'une certaine façon militant, mais en même temps c'est quand même quelque chose fait sur l'instant, quoi. Donc il n'y a pas de recul, on donne des informations qui sont immédiates et qui sont vécues. Et c'est vrai que les gens se rattachent à ça, plutôt que justement aller chercher l'information dans les médias. Et donc la modalité devient, disons qu'on est acteur de l'information, et donc on peut la vérifier en même temps. Après, c'est plutôt, je dirais que ce qu'apportait la presse écrite, c'était qu'il y avait un regard critique, et surtout il y avait des outils d'analyse qui étaient fournis par ça. Parce que justement, ce qu'on fait par exemple avec Rébellion, nous on ne fait pas un journal d'actualité, on fait un journal d'analyse. Parce que justement, l'actualité, l'information, elle va très très vite aujourd'hui, et surtout les gens n'ont pas besoin de nous pour avoir l'information. Parce qu'on arrivera toujours trop tard par rapport aux médias actuels qui sont Internet, qui sont justement Facebook, tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Nous, on vient juste expliquer après. On essaie de donner des outils d'analyse. Et c'est un peu ça notre rôle à nous par rapport à ce flux d'informations continuel. C'est de structurer un message par rapport à ça.
C'est peut-être ce que vous vouliez dire, je ne sais pas après si vous aviez d'autres remarques. D'après les statistiques, dans la mesure où elles signifient quelque chose, il n'y a que quelques pourcents des gens, surtout parmi des gens jeunes, qui regardent Internet ou les réseaux sociaux pour une information dans un domaine qui les intéresse. Ils peuvent avoir des informations par hasard. Ils vont pianoter sur l'ordinateur et ils vont tomber sur des choses qui vont les surprendre et vont peut-être essayer de gratter. Mais c'est vraiment une petite minorité de gens. D'après les statistiques. Ouais, après, je pense que c'est vrai, pour la majorité, les gens prennent l'information comme ils prenaient avant, comme on prend l'information, les journaux gratuits dans le métro. Dans le sens qu'on récupère un journal gratuit, on le lit pour avoir une information très courte, juste pour avoir des éléments sur l'actualité locale ou nationale. Ça, c'est vrai. Mais il y a quand même une minorité qui est de plus en plus importante, et c'est peut-être aussi cette minorité-là qui est intéressante, qui pioche dans Internet des éléments d'analyse, et qui va chercher ces éléments à droite, à gauche, et qui, d'une une façon, disons, très méthodique, au contraire, cherche des informations et après les rediffuse. C'est ça qui est intéressant. C'est, par exemple, dans le réseau des Gilets jaunes, on voit par exemple qu'il y a des reports, des comptes rendus d'occupation et tout ça, des informations très pratiques qui sont diffusées, et les gens les retweetent ou les rediffusent pour justement informer d'autres personnes dans leur cercle d'amis, les signaler des actions en cours et ainsi de suite pour que les gens puissent se greffer. Et c'est vrai que il y a des limites, c'est-à-dire que la limite principale par rapport à ça, c'est qu'un jour, Internet sera peut-être verrouillé. Comme ils ont verrouillé la grande presse, à un moment donné, quand il y avait des titres qui partaient dans des oppositions au système. Donc ça peut arriver. Mais après, je pense qu'il y a des choses où les gens s'auto-organiseront différemment. Ils trouveront d'autres moyens, d'autres biais. Parce que justement, on n'arrête pas un mouvement qui se crée. Je ne sais pas si tu avais une question. Est-ce que finalement par rapport aux syndicats c'est un peu peut-être pas un peu la même situation que la presse où finalement on voit que ce qui est subventionné finalement c'est un peu le même contenu et justement il y a des intérêts on va dire que ça tient debout juste par les subventions et qu'en gros si on va dire un média subventionné publie une information ou un truc comme ça il peut par exemple perdre sa subvention. Après, oui, il y a ça. De toute façon, c'est le même monde. C'est le même monde qui fonctionne sur le même modèle. Après, il y a aussi un truc, c'est que tu as des gens qui sont intégrés au système et qui le soutiennent. Dans le sens que ça fait partie de c'est leurs idées et ils les assument. Il y a dans le sens qu'ils sont prêts à combattre pour elles. Dans le sens que tu as des gens qui croient vraiment que Macron est le sauveur de la France. Là, quand on voit que, par exemple... En tout cas, leur sauvera. Quand on voit que, par exemple, le journal le plus vendu à l'étranger en France, c'est Le Monde diplomatique, et que finalement, au niveau subvention, c'est pas le plus... c'est pas le plus à plaindre. C'est pas le plus à plaindre. Le journal écrit le plus vendu en France, à l'étranger en France, les plus vendus, c'est Le Monde diplomatique. Oui. Après, Le Monde diplomatique, ils ont aussi une image très très positive, dans le sens que dans beaucoup de... ils bénéficient de leur aura qui n'est pas forcément encore d'actualité, dans le sens que c'était un journal qui était très important, je pense, dans les années 70-80, parce qu'il donnait beaucoup d'informations. C'était assez novateur, justement, de donner des informations sur la politique internationale, et surtout de point de vue assez critique des fois. Mais la qualité a quand même beaucoup baissé, mais le nom reste... disons que ça fait partie des institutions comme certaines choses que même si ça a baissé beaucoup, les gens continuent à suivre parce que il faut lire ça. Il y a aussi un truc, c'est qu'à une époque, il y a quelques années, on te disait, par exemple, quand tu rentres à Sciences Po, qu'il fallait que tu t'abonnes justement au Monde, alors que le journal Le Monde, mais aujourd'hui, c'est vraiment intéressant à souhait, mais c'était vraiment fortement conseillé parce qu'on disait, voilà, il faut que tu sois abonné au moins à un quotidien pour lire des analyses et que tu lises en gros l'information telle qu'elle doit être pensée et telle qu'elle doit être retranscrite dans tes cours et surtout dans tes épreuves pour les oraux de Sciences Po par exemple. C'était affirmé quoi. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est vrai que ça a été quand même quelque chose d'assez important. Le formatage justement, on a essayé de formater aussi les élites françaises avec des outils qu'on a... on a créé un prestige autour de certaines choses justement pour essayer de faire croire aux gens qu'ils lisaient vraiment quelque chose qui était fondamental quoi. Il y a des auteurs comme ça qui ont été surévalués juste parce que ça créait un sentiment d'élitisme à peu de frais quoi. Ah oui, c'est totalement pratique des fois.
Comme tout à l'heure, vous parliez que vous disiez que vous croyez à l'auto-organisation de la vie, vous pensez que c'est une possibilité. Mais est-ce que le fait que justement il n'y ait pas une formation ça expose pas ce but à une ségrégation? Parce qu'on peut critiquer les syndicats, ils étaient très critiquables, ils sont très critiquables, mais ils avaient pour but, à un certain moment en tout cas, d'essayer de faire converger les deux. C'est ça. Et ils cadraient ce truc-là, ils poussaient les gens à faire ça. Aujourd'hui, s'il y a pas ça, les gens peuvent s'informer sur Internet, on le fait, mais par contre, on n'a pas de formation qui nous aide à dépasser ces âges, et on va juste penser par rapport à ses propres intérêts. Donc, par exemple, la personne qui va au travail et qui se voit bloquée à la périphérie, qui va se plaindre, va dire moi je vais donner une excuse. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui lui explique que la personne qui est en train de mener cette route, en fait, de faire aussi pour son intérêt. Mais tu as résumé parfaitement la situation actuelle, c'est-à-dire que le problème, c'est que un mouvement, il faut qu'il se structure à un moment donné, même un mouvement autonome. Et c'est les formes de cette structure qui permettent justement d'éviter ces écueils, dans le sens que c'est sûr que si globalement les gens n'ont plus de références communes et n'ont plus de références politiques, culturelles, philosophiques, ils n'ont plus de cadre. Et donc forcément ils peuvent être amenés à mener des actions sans comprendre les aboutissements. C'est-à-dire, je pense que par exemple, mais en même temps, ils ont une capacité à apprendre. Et je pense que ce mouvement a une capacité à apprendre qui est très très forte. Dans le sens que je prends un exemple. Au début, le fait de bloquer les ronds-points, de faire des blocages, des filtrages et tout ça, ils ont vu qu'il y avait des tensions. Et le mouvement, la semaine suivante, c'est plutôt orienté vers le blocage économique de l'État, dans le sens que les péages libres, mettre la pression sur les préfectures, les paramètres, les radars. Et c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, il y a une capacité des gens à s'adapter au mouvement, à s'adapter à la situation en apprenant de ses erreurs. Après, le problème, c'est que là, on est face à un mouvement qui est plutôt bon enfant, qui est plutôt, je pense, généreux dans sa volonté, qui est plutôt aussi quelque chose de convivial aussi. Mais cela, dans un contexte où tu envoies des provocateurs, où tu envoies des gens infiltrés pour foutre le bordel, est-ce qu'ils auront la capacité à résister? Est-ce qu'ils auront une capacité justement à les éliminer? Parce qu'il faut éliminer les provocateurs pour éviter justement qu'ils détournent les mouvements vers des choses qui n'ont rien à voir avec leur base. Ça, c'est sûr. C'est autre chose. Et aussi, est-ce qu'un mouvement, à un moment donné, dans la phase où il doit se structurer, il doit se donner une exigence envers lui-même, c'est-à-dire qu'il doit se trouver les moyens, les références intellectuelles, les références idéologiques qui lui permettent de proposer quelque chose d'autre. Parce que là, c'est là le problème du mouvement des Gilets jaunes à l'heure actuelle, c'est que le mouvement est un succès stratégique, mais maintenant, comment tu fais pour gagner la partie? C'est le problème. D'un côté, tu as Macron qui a perdu sur toute la ligne. Quoi qu'il fasse, il a perdu. Mais il ne peut pas perdre... il ne peut pas... au final, le mouvement des Gilets jaunes ne peut pas gagner non plus. Donc, on est face à une situation qui est bloquée. Et c'est justement les formes que vont prendre chacune des réponses des deux parties, des deux adversaires, qui vont faire l'évolution des deux mouvements. Dans le sens que je pense que si Macron prend un tour très répressif et qu'il y a des débordements et qu'il y a surtout des victimes, un jour, on peut penser à Malik Oussekine, comme j'en discutais avec toi, ça peut cristalliser un mouvement qui trouve à ce moment-là une raison encore plus forte de s'unir. Inversement, si le mouvement des Gilets jaunes a une capacité de plus en plus de bloquer la France, et surtout ils ont remarqué ils ont constaté qu'en pratique ils bloquaient la France depuis 3 semaines, peut-être ils vont plutôt vouloir évoluer vers autre chose, vers quelque chose qui leur permettra justement de mettre en place des structures de formation en leur sein. Et je pense que les mouvements comme ça ont la capacité aussi de faire ce qu'on appelait avant les écoles populaires, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens se réunissent et partagent des choses. Et il y aura des gens qui les soutiendront aussi. Nous, en tout cas, on essaie de diffuser certaines idées, et je pense que les gens vont les trouver, ces idées, s'ils en ont besoin. Après, je dis aussi que c'est par rapport à l'implication que tout le monde a dans un mouvement, dans le sens que, et ça c'est valable pas que pour les Gilets jaunes, dans le sens que si tu as envie d'approfondir tes connaissances, si tu as envie de t'organiser mieux pour faire passer des idées, tu mets en place par un effort personnel, et collectif aussi avec des amis, avec des camarades, tu mets en place petit à petit des structures qui permettent de faire passer ce message, de permettre de cultiver
une contestation. Et c'est ça le truc, c'est que si on se donne les moyens d'être moins con que le système veut qu'on le soit, on arrivera à des résultats. Mais ça, c'est tout un travail à remettre en place, parce que justement, les syndicats, comme les partis traditionnels, qui avant faisaient ce travail pour leurs adhérents, ils ne le faisaient plus, et ils ne le font plus du tout pour toute la majorité des gens. Donc, il y a eu un vide qui maintenant est rempli par d'autres choses, par d'autres formes de politisation, par d'autres formes de diffusion de l'information. Et ces formes-là, moi je ne les idéalise pas. Je dis pas que c'est miraculeux. Il y aura des bévues, il y aura des erreurs, mais ça produira quelque chose de nouveau. Après, c'est à nous tous d'y participer ou pas. Des remarques encore ? Moi, il me semble qu'on ne peut être que pessimiste quand même, malgré tout, parce qu'on est en train de discuter de choses qui étaient une absence de liberté de l'information de la presse en général, alors que quand vous lisez des journaux de l'entre-deux-guerres, vous avez une liberté beaucoup plus considérable si vous vous amusez à faire ça un jour. Ça paraît invraisemblable que 100 ans après ou 80 ans après, on en soit réunis à ce constat. Les gilets jaunes, je ne vais pas parler grand-chose, je leur souhaite de réussir, mais je suis persuadé que ça ne donnera rien du tout. La web, on n'en parlera plus, je ne vais pas parler ici. J'ai une question Est-ce que les gens sont conscients que les lignes éditoriales ont été achetées il y a une centaine d'années par J.P. Morgan et tout un tas d'autres entreprises je pense que... qui ont beaucoup d'argent? Je vous pose la question. Oui. Il y a des articles dans la Chambre des représentants et le Sénat aux États-Unis en 1915 où des sénateurs et des représentants discutent comment ça se fait que M. J.P. Morgan ait pu acheter 25 lignes éditoriales des plus grands journaux américains, dont le New York Times et le Washington Post, et que ça fait 100 ans que ça dure. Ce qui fait que si vous êtes journaliste au New York Times, vous êtes obligé de vous auto-censurer, sinon vous êtes vidé. Est-ce que les gens le savent ça? Ils le savent parce qu'ils ne lisent... Le problème, il est là. Mais en même temps, les gens le savent parce que regardez les ventes de la presse, les abonnements, en dehors des abonnements quasiment gratuits qu'on fait, voilà. Les gens, la presse, une partie de la presse gratuite, de toute façon les gens la prennent pour s'informer, mais la presse payante, Le Monde, Le Figaro, Libération, leur nombre d'abonnés s'effondre. Vous prenez un carré de tramway à 20 minutes, oui. Tout ça, c'est exactement la même information que dans le Monde. Non, mais le truc, c'est que il y a une différence de forme, dans le sens que dans la presse gratuite, comme ils font pas l'effort de payer des journalistes, c'est de l'information souvent très très brève, avec des focus, c'est sûr, mais les gens, ils la lisent, mais c'est une presse jetable. C'est pas il n'y a pas une idéalisation dans le sens que la représentation qu'ont les gens de cette presse est une presse juste d'information, comme ils regardent les chaînes d'information. Et l'œil est plus critique. Parce qu'à l'époque, justement, de la grande presse, le problème, c'était que les journalistes aussi voulaient orienter l'information. Là, les journalistes, comme ils sont déjà, pour la plupart, très très mauvais, ceux qui bossent dans ce genre de presse, si déjà ils arrivent à faire un article sans faute d'orthographe, c'est déjà beaucoup. Donc, je pense que l'impact de l'information dite officielle est quand même beaucoup plus réduit parce que justement il y a un œil plus critique. Après, ça n'implique pas un engagement pour autant. C'est ça. On peut savoir qu'on nous prend pour des cons, mais on n'est pas forcément censé après se révolter après ça. C'est ça la question. La question, c'est savoir à quel moment les gens, en sachant qu'on les prend justement pour des idiots, comprennent qu'il faut qu'ils prouvent le contraire. Il y a certainement des gens qui réagissent. Ben oui. Le président comme Trump a été élu avec la quasi-totalité de la grande presse contre lui. Il a quand même été élu. Quand il y a des sondages qui demandent aux gens aux États-Unis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, oui. Voilà. Mais de savoir que quelqu'un a été élu avec tous les journaux américains contre lui. Mais c'est peut-être même le journal USA Today, qui ne prenait jamais parti, avait pris parti pour Hillary Clinton. C'est la première fois que ce journal qu'on trouve aussi en France prenait parti pour un candidat qu'il n'avait jamais fait depuis 100 ans d'existence. Il a quand même été élu. Ça veut dire qu'il y a 50% à peu près des gens qui ont voté pour lui. Et ces gens-là vous disent, la presse ne croit plus ce qu'ils racontent. C'est-à-dire, ils se sont aperçus en lisant ces journaux ou en écoutant les informations qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas avec la réalité qu'ils vivaient. Mais on est obligé de réagir. Vous avez la réponse à votre question dans le sens que c'est exactement ça. C'est que les gens lisent cette presse, mais en sachant très bien qu'elle est mensongère.
Et justement, peut-être pour Trump, l'une des plus grosses efficacités qu'il avait, c'est quoi? Le plus gros soutien qu'il a eu, justement, c'est d'avoir aucun soutien de ces gens-là, parce que justement, les gens les considèrent pas comme... Il en a fait la critique. Oui, il en a fait direct la critique. Ça c'est accrocheur, il y a une adhérence. Et le fait aussi que Trump avait des moyens de se faire entendre via sa fortune personnelle et ses réseaux aussi financiers, qui permettaient de se passer aussi de tous ces gens. C'est ce qu'il a fait, en gros. Il a pu, être indépendant parce qu'il avait les moyens d'être son indépendance. Bon, dans un but politique et particulier, ça, on pourra pas revenir, c'est notre conférence, mais je pense qu'il y a quand même, il y a cette idée que si tu crées les moyens d'être indépendant par rapport à la grande presse, ben tu gagnes à la fin. Aux médias et à l'ensemble du système, quoi. Mais ça demande beaucoup de travail. On peut s'arrêter là, on a fait un peu le tour. Si vous voulez continuer, vous venez me voir. Merci d'être venu.